Niombeski, silence d'or, bonjour. Bienvenue, bienvenue. Mama Gloire Kiembo Mosali Nanzambe, mes respects, mes respects, mes respects. On va attendre quelques minutes pour commencer notre émission. Bienvenue, bienvenue à tous ceux qui arrivent là. Mama Gloire, Mosali Nanzambe, servante de l'Éternel. Moi aussi je prêche l'évangile du social. Nana Bondo, moi c'est à Fribourg. Bonjour ma soeur. Bienvenue sur ces lives. On va commencer dans quelques minutes. Onguendan Dani, mon frère et collègue. Bonjour et bienvenue sur ces lives. Solange Domingos, bonjour ma soeur, bienvenue sur ces lives. Merci pour tes encouragements, je récite ton message. Bonjour, bonjour ma chère. Mes salutations à la famille. Voilà, voilà, voilà. Nous allons commencer notre émission du samedi matin. 10h, c'est encore les matins avec ces confinements. En tout cas, merci beaucoup pour quelques personnes qui sont déjà en ligne. Bonjour à vous. Bonjour chez vous. Bon samedi chez vous. Bonjour Blandine Liengo, ma soeur personnelle. Bonjour Anne Châtel. Merci beaucoup pour ta présence. Mesdames et messieurs, bonjour chez vous. Un bon dimanche. Bonjour à chers internautes. Bonjour chers frères et sœurs africains. Bonjour chers amis de Facebook. Bonjour à ceux qui sont connectés sur YouTube. Bienvenue sur ces lives. Je suis très ravie de vous recevoir à la tribune des femmes. Bienvenue à la tribune des femmes. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien pris soin de vous et de vos familles et que vous êtes en bonne santé. Mon nom est Betty Kiemba. Je suis une femme mariée, je suis mère de 2 enfants. Je suis avant tout une professionnelle du social. En plus de mon travail, je suis une femme engagée à la bonne cause, bien sûr. Je suis une militante des droits des femmes. J'aime encourager les femmes à se prendre en charge. J'aime encourager les femmes à connaître leurs droits, à prendre leurs responsabilités dans la famille et dans la cité. C'est avec un grand plaisir que je dispose mon samedi matin pour vous accueillir à la tribune de femmes. En effet, la tribune des femmes est un projet personnel que j'ai créé pour pouvoir partager avec vous les expériences des uns et des autres. Chaque samedi matin, je reçois une invitée ou un invité qui accepte de venir partager avec nous son expérience, son parcours d'intégration, son success story. En plus,
l'invité partage avec nous son expertise de l'intégration ou son expertise professionnelle, quelque chose, un thème, un problème ou une réalité qui touche la diaspora africaine. Alors aujourd'hui, nous avons les privilèges de recevoir une fonctionnaire de l'État suisse. C'est une femme congolaise qui travaille dans l'enseignement. Elle a accepté de venir partager avec nous ces moments. Voilà, donc, comme d'habitude, je vais l'appeler pour qu'elle se présente. Elle s'appelle Madame Njoko Bénédicte. Elle est enseignante à Genève. Alors, si vous avez des questions pendant l'entretien, pendant les échanges, n'hésitez pas d'écrire une question ou une proposition, ou s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas d'écrire. Je profite avant tout de vous remercier infiniment de tout cœur pour votre confiance. Je vous remercie pour votre participation. Je vous remercie pour votre contribution. Je vous remercie pour vos conseils et vos remarques. Je vous remercie aussi pour vos prières. Je ne viens pas ici faire des leçons, mais je viens partager un moment convivial que je pense qu'à mon avis, c'est un moment de plaisir, un moment d'échange constructif, sans polémique, sans jugement, avec respect, pouvoir connaître aussi nos frères et sœurs africains qui sont en Suisse ou ailleurs. Parce que cette émission ne vise pas seulement les personnes qui habitent en Suisse. Donc, raison pour laquelle j'essaye de parcourir un peu la diaspora africaine, parce que nous avons aussi de bons profils dans la diaspora africaine, des personnes qui ont des compétences, des personnes qui ont aussi de l'expérience, qui peuvent nous aider à comprendre certaines choses. Aujourd'hui, on va parler de l'école. Oui, allô? Bonjour Bénédicte. Oui, bonjour Betty. Comment ça va? Ben, écoute, ça va bien et toi? Bien, merci. Je ne sais pas si ça va pour l'émission. Est-ce que tu es prête? Oui, oui, ça va. Ok, d'accord. Donc, j'ai déjà annoncé ton nom, mais je te laisserai simplement te présenter comme tu voudrais que les gens sachent qui tu es. Et puis, moi, je poserai mes questions. Et puis, j'ai proposé aux personnes qui sont en ligne d'envoyer une question ou une remarque ou quelque chose qu'ils n'ont pas compris. Mais sinon, ils peuvent écouter, ils sont branchés. On t'écoute. Donc, bienvenue et merci beaucoup d'avoir accepté de partager cette expérience avec nous. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir échanger avec nous. C'est vraiment dans la convivialité et dans les respects, parce que tu es une professionnelle qualifiée de l'enseignement à Genève. Je pense que nous avons besoin de personnes comme toi qui viennent partager avec nous les choses que nous ne connaissons pas, les réalités du terrain, comme on dit. Donc voilà, donc je te laisse la parole si tu peux te présenter. Merci. Bon, merci beaucoup Betty. Bon, mon nom est Bénédicte Kumbi Njoko et donc je suis congolaise, maman d'un enfant et donc je suis effectivement enseignante dans un cycle d'orientation ici à Genève et j'enseigne l'histoire et l'anglais. Okay. Bon, bientôt je devrais changer parce que j'irai au cycle supérieur en maturité bilingue pour enseigner en fait l'histoire en anglais. Bien. Donc ça c'est un peu ma profession. Et sinon, par rapport à ma trajectoire en termes d'études, donc je suis universitaire. J'ai fait d'abord des études d'histoire et d'anglais et de sciences politiques à l'université de Genève. Et donc j'ai obtenu ma licence et ensuite donc j'ai fait encore un master en sciences de l'éducation, donc à l'université de Genève aussi, pour pouvoir enseigner. Voilà. En tout cas, c'est un joli parcours. Félicitations et bravo.
Tu l'as fait aussi pour nous parce qu'aujourd'hui, on va en profiter. On en profite tous les jours parce que tous les parents qui ont des enfants ici à Genève, quelques-uns ont profité bien sûr de cette expérience. Moi, je voulais savoir depuis combien de temps tu es en Suisse. Tu es arrivé en Suisse à quel âge? Je suis arrivée en Suisse très jeune, en fait. J'avais 10 ans quand je suis arrivée en Suisse. Donc, en fait, en réalité, j'ai fait la plus grande partie de ma scolarité en Suisse en sachant qu'avant, j'ai passé par la Belgique. J'ai passé aussi par l'école du consulat français en Roumanie, à Bucarest. Avant de venir en Suisse. Donc voilà, j'ai vraiment fait toute ma scolarité, la plus grande partie de ma scolarité en Suisse. En tout cas, vous êtes un bon profil pour nous aujourd'hui parce que vous connaissez donc les systèmes scolaires suisses, sachant que la Suisse est une confédération, qu'on a plusieurs cantons, il y a beaucoup de disparités des fois ou quelques différences qui peuvent exister dans les cantons, mais d'une manière générale, on sait que le système scolaire suisse est un peu complexe et pas facile à comprendre. Raison pour laquelle nous, les Africains, qui venons d'ailleurs, la plupart des parents ont fait ou pas fait leur scolarité, mais ceux qui ont fait, beaucoup ont fait en Afrique. Quelques-uns ici aussi, mais par rapport à ceux qui ont fait leur scolarité en Afrique, qui ne comprennent pas très bien le système scolaire suisse, ça peut être difficile. Parce que moi, personnellement, j'ai eu des difficultés quand je suis arrivée en Suisse. J'ai eu tout de suite les enfants rapprochés et je ne connaissais rien du tout du système scolaire suisse. Donc, mes filles sont nées en 2002 et 2003. Et quand elles ont commencé l'école primaire, même déjà en deuxième primaire, ma fille aînée a eu des difficultés à l'école. Elle a failli être orientée dans une classe spécialisée. C'était une décision, mais tout de suite, je me suis réveillée pour comprendre les choses. C'est là que j'ai compris que j'étais partenaire d'école. Et finalement, j'ai mis mes filles en France parce que je venais de comprendre que j'avais loupé une bonne partie d'informations. Et que si je continuais comme cela, et que je risquais de gâcher l'éducation scolaire de mes filles. Et comme la France a un autre système, j'ai mis tout de suite mes filles en France. Ces témoignages, je les mets à disposition des parents pour essayer un peu de faire comprendre aux gens qui doivent se réveiller. Mais je pense que mon expérience est unique. Mais vous, en tant que professionnel de l'enseignement, vous avez une expérience derrière vous, vous en connaissez. Alors, je ne sais pas si vous pourriez nous parler un peu des difficultés de ces systèmes par rapport aux parents africains, les attitudes des professeurs d'ici et les attitudes des Africains qui arrivent. Quelles sont les difficultés rencontrées à l'école par rapport au système? Bon, mais il faut déjà effectivement comprendre le système. Donc, depuis 2015, aujourd'hui, il y a quand même eu une uniformisation par rapport à la question de la scolarité en Suisse romande. C'est ce qu'on appelle donc le PER, c'est le plan d'études romand. C'est un plan qui tend justement à essayer d'uniformiser les savoirs, c'est-à-dire qu'il va détailler ce que les enfants doivent apprendre, par exemple par degré, quelles sont les compétences qu'ils doivent acquérir suivant le degré dans lequel ils sont, et puis qui va aussi parler effectivement des orientations, par exemple à la fin de l'école primaire, où il y a un certain nombre de points qu'il faut par exemple acquérir pour pouvoir aller dans les différentes sections qu'offre par exemple le cycle d'orientation, qui est donc l'étape suivante. Et puis pour les enfants, avec ce plan d'études roman, ce qui est mis en avance à la fin de la scolarité primaire, parce que c'est vraiment là où c'est important par rapport à la 8e année, c'est que par exemple si les élèves obtiennent 14,5 points et plus, ils peuvent intégrer, on va dire, les classes quand même, disons-le, d'élite d'une certaine façon. Et là, c'est les classes de R3. Et puis, s'ils acquièrent un peu moins de points, ils vont pouvoir intégrer donc les classes de R2. Et si vraiment il y a des difficultés, que c'est très insuffisant, là, ils vont entrer dans des classes de R1. Donc,
les classes de R3 profilent plutôt des élèves qui vont plutôt aller vers des études beaucoup plus longues, c'est-à-dire soit intégrer des hautes écoles, soit intégrer l'université, les écoles polytechniques. Donc c'est plutôt ces filières-là parce qu'après ils vont intégrer par exemple le collège, gymnase ailleurs, lycée aussi ailleurs dans d'autres cantons. Les élèves qui sont en R2 ont la possibilité de rentrer par exemple dans des écoles de culture générale. Avec l'école de culture générale, ils pourront par exemple entamer des formations par exemple dans des écoles infirmières ou la question de la petite enfance ou aussi travailler effectivement dans le domaine social, être assistant social. Donc ce sont des filières qui vont porter vers ça. Mais il y a aussi la possibilité pour les personnes qui sont donc qui vont suivre par exemple les écoles de culture générale ou peut-être l'école de commerce, de pouvoir aussi faire des matuts professionnels qui leur donneront aussi accès à des hautes écoles et à l'université également. Ils peuvent aussi embrasser une profession qui est d'abord sanctionnée par un apprentissage dans divers domaines et puis commencer à travailler après. D'ailleurs, les autres élèves qui se retrouvent en R3 peuvent aussi, suivant les choix qu'ils font, faire des apprentissages. Ils ne sont pas forcément obligés d'avoir ce cursus un peu qui finit par un cursus académique. Et puis donc pour les autres élèves qui sont donc peut-être un peu plus faibles, là on va avoir des écoles professionnelles qui vont être suggérées après le cycle d'orientation, des apprentissages, et puis après il y a encore des élèves qui sont encore beaucoup plus faibles, et là vraiment on a des structures particulières qui peuvent les accueillir. Mais en gros, ce plan d'études roman, voilà, il fonctionne un peu comme ça, donc les choses ont été uniformisées pour qu'on puisse effectivement s'y retrouver, pour que les parents, et même si on change de canton, pour que les choses soient quand même beaucoup plus aisées, pour qu'on n'ait plus les disparités qu'il y avait avant. Ok, merci beaucoup pour cette explication. C'est que je comprends, donc il y a des catégories, au fait, selon les niveaux intellectuels des enfants, on va dire. Mais, oui, c'est les compétences. Les compétences. Qu'ils vont démontrer, oui. Ok. Est-ce que vous avez l'impression que par rapport, parce qu'on parle là, on s'adresse vraiment à une diaspora africaine, je sais que les scolarités en Europe ou aux États-Unis, partout quand on émigre, enfin, on rencontre des systèmes qui sont différents de nôtres. Et parfois, est-ce que vous avez l'impression que les parents africains, par rapport à leur compréhension du système, comment ça va? Est-ce que ça va bien? Est-ce que ça roule? Et les enfants, qu'est-ce que vous avez comme expérience? Qu'est-ce que vous avez constaté? Bon, il faut dire aussi une chose, c'est que quand les élèves arrivent d'autres réalités, que ce soit pas seulement les réalités africaines, il y a quand même un moment d'adaptation où ils vont rentrer quand même dans ce qu'on appelle des classes d'accueil. Et ces classes d'accueil se trouvent donc à tous les niveaux. Okay. Et normalement, pendant ces classes d'accueil, les élèves vont quand même avoir la possibilité, déjà de travailler la langue, puisque l'enseignement se fait en français, mais ils vont aussi avoir la possibilité de travailler l'allemand, l'anglais, donc les maths et ainsi de suite. Et suivant ce qui va se passer dans cette classe d'accueil, ils vont pouvoir intégrer les différentes sections qu'offre le cycle d'orientation. Maintenant, par rapport à la question de la compréhension des parents de ce père et de la manière dont fonctionne l'école, moi, de mon expérience, parce que j'ai quand même beaucoup plus enseigné en fait en réalité, on va dire dans ces classes de R3 que dans les autres classes, même si j'ai fait aussi des classes d'accueil, ce que je vois souvent, c'est que on n'a pas quand même beaucoup de questions en tant qu'enseignants de la part de nos populations. C'est-à-dire que les parents, on les voit pas souvent à l'école. Okay. On les voit pas justement, nous essayer de nous poser des questions par rapport à ce que pourraient faire leurs enfants, où se trouvent leurs enfants. Bien sûr, il y a les réunions des parents à un instant T de l'année qui se fait souvent en fait déjà en début d'année, assez rapidement d'ailleurs, mais souvent quand même, on va dire
un petit peu avant la fin du premier trimestre, parce que là, on a déjà un peu des notes, et puis on a un peu des tendances qui se dessinent. Et pendant ce moment-là, oui, là, on voit effectivement, on voit les parents. Mais en dehors peut-être de ces moments clés de l'école, moi, je trouve que voilà, les parents ne sont pas forcément très présents. Alors, les explications, voilà, peut-être que c'est aussi de la timidité, c'est aussi parce que nous, en tant qu'Africains, on a aussi une manière de considérer l'école. C'est aussi l'école, c'est une culture, c'est-à-dire que voilà, on a notre propre pensée de comment on fait les choses. Et puis, en tant qu'Africains, on laisse souvent, comment dire, cette charge de l'éducation, en tout cas intellectuelle d'un enfant, à l'enseignant, parce qu'on a appris déjà à avoir beaucoup de respect pour l'enseignant, et je vous dirais que ça, la question du respect de l'enseignant, c'est pas forcément le cas, par exemple, dans d'autres communautés et dans les communautés, je veux dire, occidentales en particulier, hein, où en tant qu'enseignant, on est plutôt bousculé, il y a beaucoup d'intrusions de la part des parents dans l'école. Chez nous, on a plutôt cette idée, justement, qu'il y a quelqu'un là qui a une compétence et on lui fait confiance. Et puis, on le laisse, en fait, prendre un peu en charge nos enfants. Or, je pense que c'est une attitude qu'il ne faudrait pas trop avoir. Il faudrait effectivement être là, montrer sa présence, tout simplement aussi pour que, effectivement, les gens qui enseignent vos enfants se disent, on est aussi quelque part redevable de quelque chose. On ne peut pas faire non plus n'importe quoi avec un élève, parce qu'il y a aussi des parents qui sont là, il y a aussi des parents qui accompagnent, et pour nous c'est aussi ça met aussi certaines limites qui, je crois, parfois sont nécessaires, tout en n'exagérant pas, bien sûr, puis en étant plutôt dans des relations conviviales de partage pour pouvoir faire avancer l'élève. Ok, merci beaucoup. Donc l'absence, les gens sont absents souvent du système, ils ne sont pas proches. Ils ne viennent pas se renseigner, ils ne posent pas des questions. Donc, par conséquent, comment ils réagissent en cas d'échec ou de décision. Par exemple, il y a un problème, il faut réagir. Mais quand ils arrivent, les arguments sont-ils solides? Est-ce qu'on sent qu'ils ont connaissance ou on a l'impression qu'ils sont quand même paumés? Qu'est-ce que vous avez comme témoignage? Mais je pense que, en tout cas moi, de ce que j'ai pu vivre, bon, j'ai vécu des choses des fois assez hallucinantes, on va dire, de la part, en tous les cas, hein, de parents africains et notamment congolais, où il m'est arrivé de devoir, par exemple, passer par le Lingala pour bien faire comprendre ce qui se jouait par rapport à l'élève en question, parce qu'il y avait en fait, ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de confusion, et puis surtout par exemple, les parents africains, quand ils nous rencontrent, nous enseignants africains, c'est sûr qu'il n'y a pas la même attitude qu'avec les enseignants qui sont blancs, hein, disons-le, quoi. Et quand ça en arrive à nous, alors il y a des choses qui font très plaisir, où on a des parents qui sont extrêmement heureux de nous voir là, et puis nous font confiance, et là du coup ils nous posent quand même des questions pour les aider. Et puis il y a aussi l'autre chose, c'est-à-dire les parents qui vont comment dire, se sentir beaucoup plus libres de dire un petit peu ce qu'ils veulent, mais pas toujours de la manière la plus positive qui soit, notamment quand on a affaire à des sanctions par rapport à l'enfant. Là, je trouve qu'il y a souvent beaucoup de confusion, où on parle n'importe comment aux gens, et ça, c'est pas appréciable. Maintenant, quand l'élève se retrouve en échec, moi, ce que je trouve quand même pour la plupart du temps, c'est qu'il y a une acceptation de fait des parents, souvent triste effectivement de ce qui se passe, mais
mais n'ayant pas, je pense, les outils pour demander aussi, par exemple, est-ce qu'il y a des cours de soutien? Est-ce qu'il y a des passerelles? Qu'est-ce que l'élève peut mettre en place en plus pour pouvoir effectivement mieux réussir? Parce que ça aussi, tout le système, parce qu'il y a des systèmes aussi d'appui dans les écoles, il y a des systèmes de passerelles. Donc il faut être au courant de ça et puis les demander, il faut les demander, ne pas avoir comment dire, d'inhibition par rapport à ça, parce que certes l'enseignant qui est là, c'est un professionnel, mais en même temps aussi, si vous demandez rien, il va rien se passer non plus. Donc du coup il faut vraiment ne pas avoir peur d'être là, d'interroger quand peut-être ça ne va pas pour les enfants, et essayer justement d'accompagner l'école dans l'évolution de l'élève, et pas seulement accepter les choses en disant bon c'est comme ça, mais en même temps voilà, moi je voudrais quand même pas non plus vraiment être généralisé, parce qu'il y a des parents quand même dans tout ça qui font leur job, qui sont là, qui demandent, mais je dirais que dans la grande majorité on est plutôt dans l'acceptation des choses. On sait qu'il y a aussi quand même un phénomène où beaucoup d'enfants africains se sont retrouvés par exemple dans un enseignement spécialisé, hein. Et parce que les parents peut-être justement ne comprennent pas le système, et puis des fois pour l'enfant se retrouver là, c'est pas une question de compétences des fois intellectuelles. On doit aussi réfléchir, surtout pour nous Africains, quelles sont les réalités d'où on vient, quelles sont aussi peut-être toutes les difficultés qu'on a eu à pouvoir peut-être des fois sortir de nos pays. Et ça, sur les enfants, ça a aussi son poids, des fois psychologique. Hein. Nous, on n'aime pas trop parler de ces questions, justement, peut-être psy, mais parfois c'est nécessaire de faire un bilan. C'est nécessaire de voir aussi où en sont les enfants, parce qu'on a l'impression que, voilà, en tant qu'Africains, on a l'habitude de résister aux choses, on a l'habitude de se battre pour des choses, et que c'est quelque chose de normal. Mais ça peut avoir des influences sur les enfants, sur leur scolarité, et il faut qu'ils puissent trouver des lieux où ils puissent aussi exprimer parfois les difficultés qu'ils ont, tout ce qui les empêche peut-être des fois de progresser tel qu'ils devraient progresser. Parce que nos enfants, il faut bien le comprendre, hein, ils ne sont pas plus bêtes que les autres. Hein. Ça, c'est vraiment quelque chose il faut se dire. Ils ne sont pas plus bêtes que les autres. Hein. Mais il faut l'accompagnement, il faut la compréhension, il faut savoir des fois justement mettre à plat les choses, leur parler quand il y a des choses qui coincent, pour que ça puisse avancer. Ça, c'est très très important. Et vraiment, les parents, il faut qu'ils fassent sentir aux enfants qu'ils sont là aussi, bien sûr en tant que parents, mais en tant qu'accompagnateurs, en tant qu'aussi individus qui protègent et qui comprennent aussi des fois les difficultés qu'ils peuvent avoir. Merci beaucoup. Mais comment vont les enfants face à tout ça? Quelques enfants africains que vous avez croisés sur votre chemin professionnel, comment ils vont? Qu'est-ce qu'ils reflètent? Qu'est-ce que vous pensez? Alors moi, ce que je déplore toujours, c'est qu'effectivement, quand je suis dans ces classes, on va dire qu'ils sont prédisposés à plutôt embrasser ces filières qui vont mener vers des études supérieures. Ce que je déplore, c'est que moi, je ne vois pas assez de nos enfants. Il n'y a pas assez d'enfants africains dans les classes élites. Non. Ça, vraiment, c'est quelque chose que j'ai pu constater. Ça fait plus de 10 ans que j'enseigne. C'est vraiment quelque chose qui est récurrent. Par exemple, cette année, dans une de mes classes, je n'ai qu'une jeune sénégalaise. Sinon, c'est toujours un élève. Et puis c'est tout. Par contre, dans les autres regroupements, oui, là, on va les retrouver. Alors ça, c'est pour moi quelque chose quand même que je déplore, parce que je me dis, comme je dis, moi je crois fortement que nos enfants ont tout autant de compétences, mais comme je dis, je pense que c'est quelque chose aussi de l'ordre de l'accompagnement, et qui doit se passer aussi peut-être au stade primaire, et quand ils arrivent
au stade secondaire, on demande plus que juste pouvoir, par exemple, voilà, je sais pas, énoncer une règle de grammaire. Il y a toute une question, il y a toute une enveloppe, voilà, de culture générale qui doit accompagner tout ça. Et peut-être que là, c'est là où le bas blesse avec nos enfants, c'est qu'ils n'ont pas forcément ça. C'est-à-dire que comprendre ces cultures dans lesquelles nous vivons, je ne dis pas forcément les adopter ou ce genre de choses, parce que nous avons les nôtres aussi qui sont tout aussi importantes. Il faut garder par exemple nos langues, parce qu'une langue qui est maîtrisée, quand on parle nos langues africaines, une langue qui est maîtrisée, c'est un socle pour pouvoir comprendre d'autres langues. On ne doit pas interdire aux enfants de parler nos langues, ça c'est très important, parce que ça sert, c'est une grammaire interne qui va servir l'apprentissage d'autres langues, justement. Et si on commence à primer les enfants parce que oui, bon, ils parlent, je sais pas, lingala, bambara et ce genre de choses, non, il faut que les enfants parlent cette langue-là et surtout, il faut qu'ils la parlent très bien parce que ça va leur servir plus tard pour pouvoir apprendre d'autres langues. Ça, c'est extrêmement important. Donc, il faut un accompagnement et je dirais que par rapport justement à nos enfants, à nous, je crois que quand moi j'observe souvent ce qui se passe, je crois que c'est compliqué pour eux. Pourquoi? Parce que d'un côté, c'est des adolescents. Moi, je parlais des adolescents parce que j'ai pas les plus petits, je sais pas comment ça se passe. Ce sont des adolescents qui aimeraient vivre effectivement leur vie d'adolescent comme tout adolescent pourrait le faire. Mais en même temps, ils sont aussi quand même dans cette difficulté, dans cette espèce d'injonction qui est là, du fait de leurs origines, du fait qu'on leur fait remarquer d'où ils viennent, du fait qu'ils doivent faire attention à un certain nombre de choses parce qu'ils font partie, voilà, d'un continent particulier, parce qu'il ne faut pas non plus le cacher, ils ont affaire au racisme et ça c'est très important, c'est important de le dire. Moi j'aimerais pas ici qu'on pense que oui, voilà, c'est juste parce que, que l'école, tout est lisse. Il faut qu'on ait le courage des fois de dire que oui, effectivement, ils peuvent être confrontés à ce genre de choses. Et puis, alors du coup, comme ils ont ça aussi derrière leur tête, ou dans le sens où ils devraient être exemplaires, ils ne devraient pas faire ceci pour pas s'attirer les foudres de telle ou telle personne, c'est quand même schizophrénique. Oui. Alors que les autres sont là, ils peuvent vivre leur vie d'adolescent comme ils en ont envie. Et ça, c'est, je pense, des choses aussi qui créent des difficultés chez nos enfants, qui créent des difficultés et des révoltes parfois. Hein, parce qu'on va en voir des fois dans certaines classes, c'est eux qui vont toujours l'avoir ouverte, plus que les autres d'ailleurs. Ils vont embrasser des causes des fois qui ne les concernent même pas, où ils ne devraient même pas rentrer. Mais c'est pour marquer leur présence au monde, pour dire qu'ils sont là, et pendant qu'ils passent tellement de temps à faire peut-être ce genre de choses, et des fois à mal se comporter, eh bien l'école, elle continue, les apprentissages continuent, et eux, ils sont pas là, ils n'ont pas leur tête dans ce genre de choses. Donc c'est très très important, je pense effectivement, de vraiment valoriser nos enfants, de valoriser les langues que l'on parle, de leur dire que les cultures qui sont les leurs sont des cultures qui sont tout aussi importantes dans ce monde, de valoriser nos histoires, parce que c'est ça qui va créer des personnes qui seront debout et qui vont pas essayer justement de se chercher dans peut-être quelque chose parfois qu'ils ne comprennent pas et puis qui ne leur rend pas forcément bien. Ça, quand je dis ça, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas adopter certaines pratiques, des lieux où on vit, c'est normal parce que c'est l'humain, il est comme ça. Il doit à un moment donné faire en sorte justement de pouvoir avoir des canaux de communication avec les gens du lieu où il vit. Ça, c'est tout à fait normal. Mais de l'autre côté, je pense que c'est extrêmement important, comme je dis, de valoriser, mais vraiment valoriser tout ce qui vient de notre continent, tout ce qui fait nos cultures, tout ce qui fait nos identités, parce que c'est comme ça que les enfants vont être armés pour pouvoir aborder leur scolarité. Ok, merci beaucoup. Donc, qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil? Quel remède à tout ça? Parce que moi, j'ai aussi une autre casquette de la présidente des femmes à intégration comme association qui milite pour ces causes-là, bien sûr pour les femmes. Mais les femmes ont des enfants, elles sont des mères.
Donc, nous sommes en train de, voilà, de chercher quelles sont les clés, les bonnes clés de l'intégration. Est-ce que, quelle piste, quelle solution pour ces genres de choses? Qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour soutenir ces femmes, pour soutenir ces enfants, pour que, voilà, qu'ils puissent former leur estime et leur personnalité et leur identité soit raffermie afin que, quand ils partent à l'école, qu'ils savent qui ils sont et puis qu'ils prennent leur place et qu'ils se sentent bien, qu'ils soient heureux, confortables. Voilà. Mais moi, je pense qu'il faudra beaucoup d'entraide entre nous. Je sais que des fois, par rapport aux Africains, on le dit souvent que c'est difficile. Bon, alors on est très, très solidaires lorsqu'il y a des décès ou ce genre de choses. Mais je pense qu'il faut donner aussi la chance à la vie. Hein. On ne peut pas être que solidaire quand il y a la mort. Il faut être solidaire quand il y a la vie. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour moi, les personnes, par exemple, ont posé la question par rapport à la question de la compréhension des systèmes scolaires. Mais il faudrait peut-être qu'on mette en place même des lignes téléphoniques ou comme ça, où on a des heures où les parents pourraient téléphoner parce qu'ils comprennent peut-être pas, ils ont un souci d'orientation par rapport à leurs enfants, que d'autres parents qui, eux, comprennent justement comment ça marche, puissent être aussi volontaires pour pouvoir être là et expliquer, puis essayer d'accompagner les familles dans ce chemin qu'est l'école. Et je pense aussi que, par exemple, peut-être des plus jeunes d'entre nous qui ont je dirais, peut-être une facilité par rapport à leur cursus scolaire, de mettre en place des moments aussi, s'il y a des locaux, par exemple, de soutien scolaire, où on n'aurait pas forcément à payer parce que nous, on connaît nos réalités. On sait que par rapport à l'argent, ce n'est pas juste l'argent qu'on va utiliser parce que l'on vit ici. On a des familles qui sont restées en Afrique. Ça demande aussi d'utiliser une partie des revenus familiaux pour pouvoir faire ce genre de choses. Donc peut-être essayer d'avoir des structures où les gens peuvent se proposer gratuitement pour essayer justement d'amener cet appui, ou en tout cas peut-être, parce qu'après il faut quand même faire fonctionner certaines choses, mais d'avoir peut-être à payer un montant forfaitaire minimal où les enfants pourront aller. Et puis après, moi je dis aussi favoriser effectivement, je sais pas, organiser des petits festivals qui mettent aussi à l'honneur nos enfants, qui font que voilà, ils montrent par exemple les spécificités qui se font dans leur pays, de faire des pièces de théâtre. Tout ça, ce sont des choses qui construisent les enfants. Mais ça demande que nous, adultes, effectivement, soyons dans cette entraide. C'est-à-dire vraiment de se dire, on a des compétences dans nos communautés, elles sont là. Moi, je ne suis pas la seule prof, je veux dire, de Suisse. Il y en a d'autres qui sont là, des Africains. Faisons en sorte justement, comme nous on connaît par exemple comment ça se passe par rapport au cursus et tout ça, voilà, mettons-nous ensemble. Et puis comme j'ai dit, des fois une ligne téléphonique où on a des heures fixes, parce qu'on a aussi notre travail, où on peut répondre aux questions des parents pour essayer de les aider, et quand les enfants ont des difficultés, trouver des personnes qui puissent les aider dans leurs apprentissages, leur expliquer des points de grammaire qu'ils n'ont pas compris ou ce genre de choses. Et puis vraiment, je pense aussi utiliser les plus grands aussi avec les plus petits, parce que ça, c'est quand même quelque chose que l'on sait, par exemple, par rapport à l'enseignement, c'est qu'à certains moments, les apprentissages vont plus faire de bons en avant lorsque les élèves travaillent entre pairs, c'est-à-dire gens de même âge ou un peu plus âgés. Les choses vont passer peut-être un peu mieux dans les explications et puis ça aide les élèves. Donc moi, je pense que c'est vraiment ce genre de choses qui devraient être mises en place pour que les parents se sentent accompagnés dans cette aventure qu'est l'école, mais que les enfants, donc nos élèves, aussi se sentent à l'aise et que l'école ne devienne pas quelque chose qui est vraiment rédhibitoire et puis qui est en fait un chemin de souffrance. Et ça, on ne pourra le faire que si nous prenons conscience que nous devons accompagner les enfants. C'est normal d'accompagner un enfant. Merci beaucoup. Moi, en tout cas, en tant que maman congolaise,
Je suis une Africaine arrivée en Suisse, à Genève en 2004. En tout cas, par rapport à mon parcours, je constate que je mettrais plutôt beaucoup la faute au niveau de parents. Parce qu'à mon avis, l'absence dont vous avez parlé tout à l'heure, il y a beaucoup d'absence. Ces lieux de soutien, ces lieux d'activités plus ou moins ludiques existent aussi ici à Genève. Mais quand on y va, on constate qu'il y a d'autres parents, très peu d'Africains et peut-être souvent pas des Congolais. Donc, moi, je crois que c'est vraiment, les enfants sont là. Si les parents les motivent ou les encouragent à y aller pour trouver plaisir, pour apprendre et pour échanger, pour forger leurs compétences, je pense que les enfants, ils vont pas refuser. Mais à mon avis, j'ai constaté, je peux le dire tout aujourd'hui, en tout cas sans jugement, les parents africains en général, et en particulièrement les Congolais, ils sont absents. Là où les séances d'information se font, on ne les voit pas. Dans des conférences, on ne les voit pas. C'est sans jugement. La semaine passée, j'ai reçu une maman pasteur pour justement poser ces questions. J'ai posé ces questions dans la douceur parce que je ne voulais pas non plus lui faire porter tous les chapeaux de nos églises qui ont pris toute une place dans nos communautés. On a posé des questions dans la convivialité pour qu'elle nous explique un peu l'organisation. Mais par rapport à l'intégration, j'ai posé la question s'il y avait des choses qui étaient mises en place dans les églises. Il n'y en a pas parce que ici en Europe, les églises sont aussi des associations. Donc, ils se font passer pour des associations, mais en réalité, ils font une église. Ce qui n'est pas cohérent à mon avis. Si on dit qu'on est là pour des projets tels, ok, ne faisons pas qu'une chose, il n'y a pas que la Bible. Parce qu'on a aussi besoin des professionnels. Demain, on a besoin que nos enfants ils travaillent. On va avoir Dieu, mais on a besoin des professions, des techniciens, des scientifiques. On a besoin d'avoir aussi développé quelque chose autre que la Bible. Parce que dans des bureaux, vous êtes enseignante, c'est pas avec la Bible que vous allez travailler. Moi, je suis assistante sociale, je suis chrétienne, j'ai ma foi, mais je dois travailler. Donc, on a besoin qu'on puisse avoir aussi des professionnels de demain. Alors, je trouve que, voilà, justement, c'est des choses qu'il faut qu'on regarde. Moi, personnellement, je me suis engagée maintenant 9 ans dans les bénévolats parce qu'après avoir fait mon bachelor en travail social ici en Suisse, j'ai compris tout de suite que mes frères n'étaient pas là où il fallait être. C'est pour ça que je me suis réveillée pour créer l'association Femmes et Intégration. Comme vous, j'ai très peu de questions. Il y a quelques femmes qui m'appellent ici pour me demander ou poser la question, « Maman Betty, ça c'est quoi? Comment on peut faire et tout ?» Mais j'en ai pas 10. Hein. Depuis 9 ans maintenant, j'ai très peu de questions. Les gens, ils s'ouvrent pas. Mais moi, je connais les dossiers. Je connais les problèmes, mais c'est pas à moi d'aller dire aux gens, c'est aux gens de venir. Et je suis pas la seule professionnelle. Comme moi, dans tous les cantons ou dans tous les pays ici en Europe, il y a des Africains qui travaillent dans le social, dans l'enseignement, dans les hôpitaux. On a des médecins, mais tout le monde dit la même chose. Il y a très peu de questions. Les gens, ils s'ouvrent pas. Ils posent pas de questions. Ils ont honte. Ils veulent apparaître. Ils font des faux témoignages. Ils montrent qu'ils sont bien, mais en réalité, ils ont la lèpre cachée en dessous des maquillages, des tissages et des costumes. Mais moi, je dirais par rapport à ça que, bon, la question, je pense, elle est difficile. Pourquoi? Parce que l'école, et puis, par exemple, ce dont vous parlez de votre métier, la question, la capacité de poser des questions, tout ça, c'est aussi une culture. Et là, nous devons aussi regarder, je pense, les choses historiquement, de la manière dont se sont construites nos sociétés. Et je crois que là, il y a des réponses à avoir. Et c'est des choses que nous devons discuter parce que je ne pense pas que le fait que les gens, disons, ne veulent peut-être pas poser de questions. Mais il y a aussi des questions, par exemple, chez nous, de traumatisme transgénérationnel qui sont là. On ne se rend pas compte parfois combien l'histoire, en fait, façonne nos vies, façonne nos comportements. Et quand nous sommes des populations qui ont été quand même issues de générations et des générations, des siècles de domination, tout ça, c'est pas facile.
Tout ça, c'est pas facile du tout. C'est pas parce qu'on a déclaré un jour qu'on avait eu des indépendances que ça a forcément ouvert tout de suite l'esprit des gens. Et il y a quand même des schèmes de pensée, des schèmes de comportement qui sont très fortement liés à ces questions-là que nous ne voulons pas discuter. Et je pense que dès le moment où on aura de plus en plus à regarder ce passé, parce que les Africains, c'est vrai, ils disent souvent, le passé, on n'a pas besoin de le ramener. Or, le passé, et on le sait très bien, je veux dire, moi j'avais fait toute une entrevue avec un médecin psychiatre sur la question justement du trauma et comment ce trauma peut comme ça traverser des siècles et puis agir sur les individus. Et je pense qu'il y a ce genre de questions-là qui se posent pour nous et c'est pas aussi étonnant effectivement parce qu'il y a ces difficultés que les gens aussi se réfugient dans l'église. Mais maintenant, c'est vrai que je pense que par rapport à la question de la réussite de nos enfants, je pense que les églises, elles ont un rôle à jouer. Elles devraient, je veux dire, l'école du dimanche ne devrait pas juste effectivement être là pour, je suis désolée de dire ça peut-être comme ça. Je suis d'accord avec vous, je vous encourage à les dire. Endoctriner les gens dans une forme de soumission. Moi, je suis désolée, c'est ma pensée par rapport à ça. Je pense que être croyant, avoir une foi, c'est quelque chose qui devrait libérer l'individu et non pas le soumettre. Et par contre, ce que l'on voit chez nous, c'est vrai, que ce soit même du côté peut-être musulman ou chrétien, on est dans des formes de soumission. Et donc, du coup, impossibilité, je veux dire, si toute notre pensée est tournée vers un pasteur, on n'aura pas de temps pour les enfants. On n'aura pas le temps. Moi, je suis conseillère à la paroisse protestante des Plans-les-Ouates. Je vois les protestants, on n'a pas que la Bible. On finit les cultes, on a l'apéro, on a des théâtres, on a des sorties, on a des moments d'enseignement, on a des conférences, on reçoit des médecins, on reçoit plein de gens qui viennent partager avec nous. Pour les enfants, il y a plein d'autres activités en dehors de que la Bible. Après, on peut bien comparer si on connaît la vie. Après, on peut voir quel est le lien avec Dieu. Et ça permet d'aider et de renforcer l'être. Mais que la Bible uniquement et pas travailler d'autres choses. Moi, je suis désolée, je suis une chrétienne, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Non, mais comme je dis, moi, je pense qu'il y a des questions, c'est une question complexe. Je ne pense pas effectivement que on puisse, qu'on puisse juste la résoudre comme ça, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se cachent aussi derrière ça, et que l'on n'a jamais eu peut-être les espaces effectivement pour en parler. Pour mettre à plat ce genre de choses, parce que je ne pense pas que chaque parent ne désire pas la réussite de son enfant. Moi, je pense que les parents désirent la réussite de leurs enfants. Après, les moyens, comment faire, dépasser peut-être justement des timidités, ou peut-être en se disant je vais poser une question, on va se moquer de moi, ou ce genre de choses. Mais disons-nous une chose, ne pas poser une question, c'est peut-être effectivement se donner la possibilité d'être un idiot toute sa vie. Voilà. Si on la pose une fois, puis que ma foi, on nous dit que ah oui, c'est n'importe quoi, c'est juste un moment et point à la ligne. Il faut bombarder les gens de questions. Il faut qu'ils voient qu'ils doivent compter avec vous, qu'ils ne peuvent pas faire sans vous. Oui. Il faut vraiment, vraiment être dans cette optique-là. Mais c'est vrai que moi je reconnais que c'est quelque chose qui n'est pas facile, et que peut-être justement quand je dis mettre des structures en place, peut-être que pour certains parents, je ne sais pas si certains d'entre nous ont du temps où on peut faire des tournus au départ, quand c'est le début de la scolarité, qu'il y a des gens qui les accompagnent justement pour voir ce qu'ils peuvent comprendre jusqu'au moment où eux-mêmes peut-être se sentiront assez forts pour pouvoir lâcher peut-être cette main qu'on leur offre, et puis faire les choses d'eux-mêmes parce qu'ils auront compris et tout ça. Moi, je pense que voilà, il y a beaucoup de questions derrière tout ça. C'est quelque chose d'extrêmement complexe. Comme je dis, il y a l'histoire, il y a la question peut-être aussi effectivement de la religion qui rentre en ligne de compte. Et puis je pense qu'il y a aussi des parents qui se sentent pas légitimes parce que peut-être ils ont eu aussi un parcours scolaire qui a été chaotique. Il y a des parents peut-être qui sont aussi déçus parce qu'ils auraient voulu pouvoir faire un certain nombre de choses, disons, scolairement, mais qui n'ont pas eu la possibilité
l'opportunité de pouvoir le faire. Alors du coup, le rapport à l'école devient aussi difficile. C'est toutes ces questions-là qu'il faut réfléchir. Et je pense que la meilleure des manières, en tout cas d'aider les gens, c'est effectivement de les accompagner, de dire qu'en tous les cas, il y a peut-être des lieux où ils sont là, qu'ils n'aient pas peur, qu'ils franchissent le pas, et puis que petit à petit, ils verront qu'eux-mêmes peuvent être acteurs, effectivement, de la vie de leurs enfants, en tout cas de la vie scolaire de leurs enfants. Moi, je suis très, très contente de votre piste de proposition par rapport à la mise en place des structures, parce que c'est quelque chose qui me touche aussi beaucoup. J'ai constaté que la plupart des Africains, en général, qui sont qualifiés, qui ont réussi leur intégration, c'est vrai qu'on ne les voit pas souvent non plus dans nos milliers, dans la communauté. Moi, je les courage parce que c'est vrai que nos communautés ne sont pas faciles du tout. Moi, personnellement, j'en souffre, mais comme j'aime, j'y vais, en fait, avec des coups dans le dos, mais j'y vais quand même, parce que je me dis, le jour où ils comprendront, je vais relever la tête, ils vont m'essuyer mes larmes, mais ils vont comprendre que j'étais là vraiment pour combattre pour les peu que je connais, j'essaye de les partager, mais je voulais aussi lancer la balle dans le cas de nos collègues, nos frères et sœurs africains qui sont qualifiés. Leur expertise est très riche aussi pour la communauté africaine dans la diaspora. Comme vous proposez, je pense que s'il faut faire un bénévolat, je crois que ce que j'ai constaté aussi en Suisse, le bénévolat est une valeur suisse. Si vous avez bien constaté, tous les Suisses, quel que soit leur niveau, ils sont bénévoles quelque part. Ils vont donner du sien un peu de temps, même une fois par semaine ou 2 fois par mois. Ils sont dans une association, dans une œuvre d'entraide pour la solidarité, pouvoir aider les gens. Ils sont là, mais nous, on n'a pas cette culture non plus. Donc, les bénévolats pour nous, à part les faire à l'église, c'est très peu de gens. On trouve très peu de bénévoles africains dans des structures déjà mises en place ici. Et on n'en crée pas pour nous-mêmes. Pour ceux qui sont créés, on ne voit pas les gens venir donner la main. Donc, c'est aussi un appel que, voilà, j'essaie de lancer à travers cette émission pour que, voilà, qu'on puisse s'encourager. Mais moi, je retiens vraiment la piste de solutions que vous avez proposées pour la mise en place des structures. Nous sommes engagés. On va essayer de travailler avec les frères et sœurs qui sont aussi engagés, qui ont l'amour et les plaisirs surtout, hein, de faire ces partages, cet échange, d'accompagner aussi les autres. Donc, voilà. Mais je pense que c'est très important d'avoir effectivement, de finir quand même par cette note, je dirais, positive, de dire que voilà. Et je pense que les Africains, en général, moi je vous dirais une chose, nous qui sommes présents dans les écoles, il y a toujours quelque chose qui se passe au départ. Les enfants, quand ils nous voient, nous, les Africains, sont très méfiants parce on apparaît comme peut-être la tantine qui va aller qui va aller raconter les histoires aux parents qu'on a fait. C'est pareil. Donc, du coup, on doit leur expliquer que non, on est dans un rapport d'enseignement, qu'il n'y a pas d'histoire qu'on va aller dire je ne sais quoi aux parents. C'est un rapport d'un éducateur à un enfant. Il faut savoir les rassurer, tout ça. Mais de l'autre côté, moi je sais aussi, et c'est là aussi où ça fait plaisir, moi je me souviens d'une jeune Congolaise que j'avais vue et qui savait d'ailleurs que j'étais congolaise, mais devant la classe, elle lève la main et puis elle dit « Madame, est-ce que vous êtes congolaise ?» Et je lui dis « Oui ». Et du coup, elle me dit « Ah, moi aussi ». Et j'ai vu le sourire. Et j'ai vu vraiment l'éclat dans ses yeux. Et c'est pour ça aussi que je dirais pour les autres qui sont en train aussi de se former, je les invite à pouvoir intégrer les écoles. Parce que c'est important aussi pour nos enfants de nous voir là. De voir que tout ça, c'est aussi possible. Qu'il n'y a pas de limite dans les choses. Oui, on va se battre. Moi, je parle de mon parcours comme ça. Il n'a pas été facile. Il a été semé d'embûches. Moi, j'ai voulu faire les lettres. Mais combien de fois j'ai entendu que, oui, voilà, on vous rend des dissertations, ce genre de choses, sans commentaire, parce que forcément, vous êtes noir et puis vous savez pas écrire. Hein. J'ai dû me battre. C'était pas facile de faire ça. C'était pas comme si je faisais les sciences dures où, voilà, il y a certaines règles, peut-être que ce soit mathématiques, physique et tout ça, qui ont un résultat clair.
faire. Choisir les lettres, choisir de faire de la littérature, choisir de faire de l'histoire, et puis venir avec des interprétations, c'était quelque chose qui n'était pas forcément aisé. C'était une très très longue route, c'était une route de bataille, parce qu'il ne faut pas croire, parce que souvent les gens peut-être se disent, les gens qui font les lettres, c'est des études faciles. Les études des lettres ne sont pas des études faciles, parce que ce sont des études, on est très seul d'une certaine façon, on doit énormément lire, on passe notre temps à ça, et puis venir avec des propositions d'interprétation des choses, c'est quelque chose qui n'est pas aisé. Et c'est aussi beaucoup peut-être plus subjectif quand on vous corrige et puis ce genre de choses. Donc quand on rencontre quelqu'un qui se dit que la noire là, elle n'a rien à faire ici, vous allez vous battre. Hein. Oui, bien sûr, je connais ça. Vous allez vous battre. Donc c'est pas facile, mais en même temps, on fait le chemin, on se bat, on y arrive, et je pense que c'est un message que nous devons lancer à nos enfants. C'est peut-être difficile, mais peut-être que ce sera moins difficile pour eux si effectivement ils trouvent sur leur route des gens qui sont là, bienveillants, et qui les accompagnent dans tout ça, et qui les encouragent vraiment dans tout ça, et vraiment leur mettre dans la tête qu'ils ne sont pas plus mauvais que d'autres, si ce n'est parfois même où ils sont très très brillants. Et ça, c'est là notre plaisir, nous, quand on enseigne, quand on les voit comme ça s'envoler, c'est vraiment quelque chose de magnifique. Et vraiment, moi, j'aimerais les encourager à y aller, ne pas avoir peur. Merci beaucoup. Moi aussi, je suis fière de vous parce que vous êtes une perle et ça fait vraiment plaisir de rencontrer des sœurs et frères africains qui sont qualifiés, qui travaillent, qui ont de l'expertise, qui peuvent nous apporter ces expériences-là pour qu'on puisse aller de l'avant, qui sont d'accord de venir, par exemple, là, cette discussion, moi et vous, on l'a déjà eu il y a 3 ans en arrière, mais quand j'ai pensé à vous, j'ai voulu partager ces moments avec les autres parce que je n'aimerais pas que les choses s'arrêtent qu'à moi, je m'aimerais aussi partager les peu que je connais avec d'autres mamans, pour que qu'on puisse vraiment avoir l'assurance, forger notre estime et puis s'encourager à aller de l'avant et faire notre place. Donc voilà, merci beaucoup. Et merci, merci à vous de faire cette émission parce que je pense que c'est justement magnifique d'avoir quelqu'un qui essaye de faire le lien justement entre nous tous, parce que c'est vrai que moi aujourd'hui je parle en tant qu'enseignante, mais je pense que cette émission vous pouvez aussi la faire avec les médecins, parce que je pense que là aussi il y a beaucoup de choses à dire par rapport à nous, comment on aborde la question médicale. Est-ce que des fois on comprend pas? Bon, moi je le dis parce que j'ai une sœur qui est médecin et de ce que j'entends, donc il y a vraiment, je pense, beaucoup de domaines dans lesquels effectivement c'est important que nous Africains amenions nos expériences, partageons les choses. Moi je suis quelqu'un, c'est vrai, qui est très très ouverte par rapport à la question justement de l'avancement de nos communautés. J'ai un engagement extrêmement fort pour le Congo depuis des années. Où il y a vraiment, où je suis très, 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 très engagée, parce que c'est vrai que par rapport à notre pays, j'aimerais voir ce pays trouver sa voie et enfin étendre ses ailes, parce que nous avons beaucoup de talent. Nous avons beaucoup de talent. Je dis souvent aux gens quand je parle, par exemple, et bon, je m'excuserai par rapport aux autres Africains, mais moi, je suis quelqu'un qui suis une grande voyageuse. Et souvent, et vraiment, j'ai été, que ce soit l'Amérique centrale, du Nord, du Sud, l'Asie, et tout ça. Et chaque fois que je suis allée, par exemple, dans des musées, j'ai toujours vu des objets congolais. Toujours. Ouais. Et ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que ce pays-là, il a un talent fou. Quelque chose, oui, et d'énorme, oui, bien sûr. Et d'énorme, oui. Que les gens veuillent à chaque fois nous voler un certain nombre de choses. Mais je dirais ça aussi par rapport à nos frères nigérians, où je vois aussi les Béninois, c'est la même chose. Et vraiment, et quand on regarde ça, on se dit qu'on vient quand même de pays, de cultures qui sont extrêmement fortes. Mais alors, il faut qu'on utilise nos cultures pour
pouvoir être encore plus fort. Mais pour ça, nous devons nous asseoir à un moment donné, réfléchir à nous-mêmes, savoir comment on fait les choses et puis faire ce que vous faites justement, d'essayer d'amener les gens ensemble pour réfléchir ensemble et puis pouvoir tracer une voie. Ok, merci beaucoup parce qu'on a la chance de vous avoir. Est-ce que vous voulez faire une dernière note à vos sœurs congolaises, à nos mamans na Lingala ou pas? Ah, mais la copine n'a pas je sais pas. Mais non, na koyebisa ba maman en tout cas, vous battez la balle na bino. Biso ba maman toyebi ete biso nde mutu to kambakamboka mokili. Toyebi makasi na biso. Donc na makasi wana to sala nyonso to sunga kabana na biso. Totinka bango ba kende liboso parce que baza bana moko toza nde na uti loba toza na batalon moko extraordinaire biso ba congolais. Toza bato azoba te. Ata kutu bato bazoyebisa biso makambo bele, ata kutu lelo pona situation mboka na biso bato bele na mokili bazotiola biso. Bazomona biso bato pamba, mais toza bato pamba te. Toza bato pamba te. Puis bana na biso baza mayele. Mais mayele wana sikoyo, il faut il faut vraiment qu'on encourage, il faut qu'on zala wana. Ce qui yo moko maman monique, ozo kokana ote, ozo comprendre eloko moko te. Luka tande kona yo moko, aya ko lakisa yo. Po eza pona bolamu ya bana. Oui. Il faut lukandeko tunaye. Et puis bande ko ngo pe moko pe biso pe ba congolais totika pe moko ki motema mabe. Soki mwana ya ndeko na songi et puis azo réussir faut ezala esengo na yo parce que place ya zo kene peut-être oya kozwa mwana na yo voilà moko boye tozalaka na bolingo wana kati na biso tozalaka na bolingo wana ezate ke makambo toujours ya kotonga boye ya kosala boye tout ça ozotala moninga yaza nango ngana za nango te makasi na biso eza na bolingo eza na eloko mosusu te eza na bolingo oyo akokokate peut-être ba misusu ba okokana ba okokene musika te mais place bango il faut ba koma to pesa bango to tia bango maboko po ba koma esika wana et puis ba vivre vie moko o eza digne eza digne yango vraiment nazobeta c'était vraiment bolingo photo zala na bolingo kati na biso baza bana tozotala bango ngana yebisa heureusement ko nazolo bana linga na bi moko bana biso wana na ba classe yebisa bango na bi bino kunde mboza wana il faut boye ba ke boza na chance kengana zala wana parce que tant biso tozo kene ba conseil tant tozo so ba décision nani mutakolika na akolikate na bi mindele wana ba ke ba parce que ba moninga voilà. Ouais, c'est la vérité. Et puis na machara ba moté, oui. Non. Tata ka bango so ba bando déconner na yebisi bango. Voilà. Yango on a pesa important biso to za kana kata. To za la bisika o ba decidaka. Yango ngana yebisa ka ba maman. Naza menace naza wana pona ngana na casquette ya professionnel na monaka. Okomona ba ni ba qualifier lokola ba sala lokola kaka pona ba congolais te ba africain nyonso tala na minute on a confinement musala tozo sala ya ba brésilien ba tout monde bazate aide nyonso mbongo chaîne du bonheur apesi yao misala tozo sala ba sud américain ba brésilien ba péruvien biso ba africain tozala kate na bisiko yo photo buka mbuma mais tango ko futa impoto ko futa tango ko ba facture to ko futa mais tango ko bénéficier bikolo musu ba fungola misu ko leka biso yango nde faut vraiment tozala et puis vraiment tout ça lango entre ba maman parce que to yebani mibali na biso oui baza pe na ba courage na bango mais to na ebita na linga ba lobaka moi ça tonga mboka te menga en tout cas na expérience na ba congolais na yebi kende moi sinde mutatonga mboka oui je suis désolé les moi si bobalité donc so ne to yebi makasi na biso wana ba maman en tout cas to sunga ka bana na biso et puis to pesa ka bango ba ambition to yebi sa bango te ke kuna yo kokokate kuna ba racisme ba za na bango to yebi bango
baza na bango mais photo bunda parce que tout le monde awa na justement na ba covid na ba confinement tout le monde makambo leka na Chine bazo beta ba tout mwinu ne bazo tindika bango na bi est-ce que biso lobby et koye la biso te ba côté et puis alors so ba tindiki biso fora beto kende Afrique donc ça veut dire que mboka na biso wana photo tonga ngo photo kongisango beto kongisango te na ba sentiment kaka ndenge wana il faut kozala réfléchir et ça te poyo ça soki na nyango soki pe koloni nini osutunaka makambo non il faut ezala que bato nyonso tout il faut pas vivre na mboka wana malamu et puis bana biso soki il faut bazonga ba mboka wana il faut bazwa pe place na bango il faut pas place na bango et puis place na bango bakozwango so batangi pe malamu basali pe ba apprentissage na bango kitoko basali pe ba étude na bango milai kitoko toza na besoin ya bato nyonso tout wana po bano musu batika na Kinshasa mingi batangi bongo yoko uta na mwana uti poto mwana na ba problème classe beba torosuka wapi bakoseka bisoti yango on a vraiment photo kanisa vraiment avenir et puis vraiment il faut tout simba na maboko il faut vraiment tous na bolingo vraiment makasi ebele pona bana biso nde na lobi bolingo nde muteko tonga mboka wana pe tonga ba communauté na biso Amen. Merci maman Bénédicte. Oloba lingala kitoko. Bravo. Lingala nous a trop bien. En tout cas, bravo. Félicitations. Nzamba batelayo. Nzamba pambolayo. Toko monana. En tout cas, ngana za toujours courage. Ya kosala makambu. Na kosala 10e anniversaire. Ya femme intégration. Na ko organiser congrès international de l'intégration. Okoya ko pesa conférence po ba mama na ba jeune pe ba yo kabino na ko benga ba benga nani ba enseignant ba to benga mama ba nani bon c'est ba lakisi nyonso ya biso ba indo bazana Suisse na ko benga bango ba ya na ko benga ba médecin batu mwindu ba na biso fo ba mona ke batu mwindu baza qualifié bazali yango ko pesa courage. Pendant que l'obake est impossible te biso pe tokoki kokoma. Voilà. Oui, ok. Merci beaucoup. En tout cas, bon week-end. Merci mingi maman Betty. En tout cas, esengo mingi nenge obenginga pina lobana bande konanga esalinga esengo mingi. Donc kolo abate la bangono surtout abate la mabote la bino banda kuna bino botika madame. Ok, merci beaucoup. Bon week-end. Bon week-end. Merci. Ba maman, ba tata, bandeko, chers internautes, balandia, Tribune des femmes, voilà, nous arrivons à la fin de notre émission. On a largement dépassé notre temps. Normalement, nous faisons 45 minutes. On a dépassé de presque 25 minutes, mais c'était important de parler de ces sujets, de la scolarité, du système scolaire suisse, des attitudes des professeurs, des attitudes des Africains de la diaspora, aussi des différentes réalités que vivent nos enfants à l'école, dans des écoles ici en Suisse, ça peut être en France, ça peut être au Canada, ça peut être aux États-Unis. C'est vraiment une réalité de la migration. Et dans cette réalité, il n'y a pas que de Congolais. Dans cette réalité, il y a aussi tous les migrants qui quittent leur pays et qui vont dans d'autres pays. La seule chose, c'est la proposition qu'a donnée Madame Ndioko Bénédicte de trouver des structures pour pouvoir en parler, de s'ouvrir entre nous, d'avoir confiance entre nous, de pouvoir se faire confiance sans jugement, sans polémique, sans humiliation. Parce que nous, les Africains, nous sommes un peu drôles. Quand nous aidons les autres, c'est-à-dire que quand on donne avec la main droite, la main gauche va parler à l'extérieur. C'est la question de la confidentialité, la question du respect des vies des gens, la question d'amour, comme a dit Madame Ndioko Bénédicte, la question de solidarité, et puis trouver aussi des bénévoles, des gens qui ont la volonté de venir aider les autres. C'est ça qui fera notre force. Parce que nos enfants aujourd'hui, quand ils iront plus loin, nous serons les premiers à être les plus heureux et nous serons surtout fiers. Et nous aurons notre dignité et nous aurons notre personnalité et notre identité reconnue et respectée. Voilà pourquoi je vous donne rendez-vous. Je vous remercie déjà pour la patience que vous avez pris pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin.
Pour ceux qui vont croiser cette émission, écoutez-les jusqu'à la fin parce que j'ai donné largement la parole à une enseignante d'origine africaine qui nous a un peu partagé son expérience, qui nous a conseillé, qui nous a donné des orientations. Alors, c'est très, très intéressant d'écouter cette émission. Mais surtout, je vais vous demander de vous abonner sur notre chaîne YouTube, La Tribune des Femmes. Abonnez-vous pour nous encourager à continuer cette action. Abonnez-vous et surtout partagez aussi l'émission. À bientôt, à samedi prochain à 11 h. Merci et bon week-end.